Salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode de Podcast sans catégorie. Comme ça commence d'habitude, j'ai Gabriel ici avec moi aujourd'hui. Puis on veut parler un peu de tout et rien. On a demandé sur Instagram de Sans catégorie si le monde avait des questions et qu'ils voulaient qu'on réponde. Donc on a quand même une pas pire liste de questions, quelques sérieux, quelques pas sérieux, quelques qui plongent dans les sciences, des autres non. Et on va commencer avec ça pour aujourd'hui. Mais avant de commencer avec ça, Gab, comment ça se passe le training? Es-tu en dépression saisonnière versus un 2.0 complément? Je pensais pas faire une dépression saisonnière en mai. Mais là, commence à être année qui pleuve, mais ça se passe bien. Les courses ont commencé, les courses régionales ont commencé, puis la semaine prochaine, Charlevoix. Une grosse fin de semaine. Fait que c'est pas si pire qu'il pleuve parce que là, les 2 semaines à venir sont un peu moins chargées pour Charlevoix, justement. Mais oui, là, j'ai hâte qu'on puisse starter la saison, qu'on puisse faire les rides de groupe aussi ici. Les rides de groupe avec le musette et autres. Et autres. Ouais. Plein de rides de groupe dans la ville. Ouais, chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il y a de quoi de faire. Fait que... Puis, tu m'as dit tantôt que ton Garmin te dit que tu étais en mode picking. C'est la seule chose qui est importante. Et si ton Garmin dit c'est ça doit être vrai? Ouais. Ben oui, parce que là, ma ride n'avait pas chargé. Puis là, mon Garmin me disait que j'étais sous-optimale. Fait que là, je dis même pas sous-optimale, alors désentraînement. Ah oui, désentraînement. Désentraînement. Non, la pluie. Là, ma ride a chargé puis j'étais en pic. Fait que c'est correct. Tout va bien maintenant. Cool, donc si on commence les questions. On a une première question, que c'est quoi nos meilleurs snacks en bike, mais nous, on a la précision. Les questions n'étaient pas très précises sur qu'est-ce que ça veut dire par snack. Est-ce que c'est quoi nos snacks qu'on prend tout le temps à chaque ride? Est-ce que c'est notre snack? Mettons, on arrive dans une depth complètement bunky. C'est quoi les choses qu'on veut trouver pour sauver notre vie? Puis aussi, c'est quoi le meilleur snack qu'on a mangé pendant le ride? Donc, on va répondre aux 3. Gab, ton journée de training normal, de part faire, mettons, un ride avec le musette, un long ride le week-end, c'est quoi que de mettre dans des poches pour te donner de fuel pendant ton ride? J'ai mes trucs de base, mais ça varie toujours aussi s'il fait plus chaud ou plus froid, puis aussi la longueur de la ride. Mais souvent, en fait, je vais mettre dans mes bouteilles, je vais mettre une poudre de carbs. Fait que là, je prends, est-ce qu'on dit les marques? OK. Je prends Protein Co. Fait que le Active Carbs. Ça, c'est plein. Fait que c'est 45 grammes de carbs pour une scoop. Dépendamment de la ride, je vais mettre une scoop et demie dans chaque. Parce que ça se dilue quand même bien. Puis je vais mettre des électrolytes aussi dedans. Puis aussi, l'été passé, pour les longues rides, je pouvais mettre aussi de la caféine écrasée dans mes gourdes. Fait que j'ai toujours des carbs dans mes gourdes, puis j'ai aussi à manger des petites barres de fruits exactes, parce que moi, j'aime pas les gels. Fait que je prends des barres de fruits exactes. Ou j'ai aussi longtemps pris des barres de fruits que t'achètes à l'épicerie, là. C'est juste comme... Il y a moins de carbs là-dedans, mais ça se traîne bien, puis c'est pas cher. Puis c'est à peu près ça. Puis en fait, je me fie aussi à des arrêts dans les DEP. Ouais. Puis dans les DEP, là, je vais remplir mes gourdes avec souvent du jus. Genre jus d'orange, ou je vais même ben là, on va en parler après, là, mais... Puis, OK, on en parlera après. Mais de base, je pars pas mal avec ça. OK. Ouais. Moi, je suis quand même semblable, un peu plus créatif que toi. Ouais. Pour moi, aussi, je mets des carbs dans mes bouteilles. Puis mes rides, si je fais un ride intense, dans une group ride que je sais que ça va être difficile, ou je vais faire des intervalles, je vise 120 grammes de carbs à l'heure. Puis peu importe, je pars toujours avec 2 grosses bouteilles parce que je vais traîner plus dedans. Et je vais mettre 120 grammes de carbs par bouteille. Alors, si je pars pour 1 heure ou 1 heure et demie même, je vais juste avoir une bouteille avec ça et ça va être mon mix. Puis dans mes bouteilles, s'il fait pas chaud, je sais que je vais moins suer. Je vais mettre 1 scoop de Yupika puis 3 scoops
de le poudre de dextrose de Protein Co parce que le dextrose, ça a un goût moins sucré que des autres choses et le Yupika, ça a un goût très sucré, dans dire que ça équilibre. Puis si je mets une Yupika, 3 scoops de Protein Co, j'arrive à 720 grammes de carbs. Si il fait très chaud, je vais mettre 2 scoops de Yupika pour avoir plus d'électrolytes et 2 scoops de dextrose pour garder mes carbs dedans. Et plus long ride, mettons 2 heures, je pars avec 2 bouteilles comme ça, 2 heures et demie, 2 bouteilles comme ça. Puis si le ride est plus long que ça, je vais prendre une bouteille mou, une flasque, comme le monde de course prendre. J'ai des semi-mous que j'ai achetés au Decathlon. C'est des 250 millilitres. C'est vraiment bizarre, mais je fais une thé. Souvent, je fais une thé gingembre, citron. Puis, je vais mettre genre 200 grammes de sucre dans mon thé. OK. Puis après, je vais mettre ça dans mon fast semi-mou avec, mettons, 200 grammes de carbs, juste de sucre blanc. Puis 2 ou 3 grammes de sel, de 2 à 4 grammes de sel, dépendant que si c'est très, s'il fait très chaud ou non. Puis, je vais avoir ça dans ma poche arrière. Ça devient un peu comme une gel. Si tu dépenses 200 grammes de carbs, c'est l'équivalent de 5 à 8 gels, dépendant des gels. Et je vais prendre mes bouteilles pour les 2 premières heures de ride. Puis après, quand j'arrête, mais je vais juste prendre de l'eau, puis je vais prendre qu'est-ce qui est dans mon flasque pour le reste de ride. Et si je fais plus que 4, souvent ça me toffe pour 4 heures, 4 heures et demie. Si je fais plus que ça, mais je fais 2 fois ça. 2 flasques. 2 flasques. Ça fait qu'il y a moins de déchets à gérer. Moi, j'ai ça. C'est tellement moins cher aussi. Ça vient moins cher. Puis aussi, j'ai ça. Ça arrive toujours l'été que d'essayer d'ouvrir ton gel. Ce pit de gel qui est sur tes doigts, puis c'est tout collant. C'est la pire chose à arriver dans le ride. T'en as sur ton corps, t'en as dans tes guidon, dans sa vide, tout ça. Donc ça, c'est pas tout le monde qui peut digérer autant de sucre blanc pur, mais vous n'êtes pas obligé à faire 200 grammes dedans, vous pouvez faire 100 grammes, puis c'est comme 3 gels de remplacement. Puis en dire le goût gingembre, citron, ça fait un bon changement. Ou des fois, je vais faire avec des thés verts. Surtout s'il fait plus froid. Fait que t'as quand même la caféine. T'as un peu de caféine dedans. Puis on dirait que s'il fait plus froid, tu veux pas genre un punch au fruit ou whatever. Le thé, c'est un peu une meilleure option. Ah, c'est bon. Donc ça, c'est mon go-to pour les différents rides. Quand je faisais du triathlon, on avait un mix qu'on appelait le jet fuel. C'était de la maltodextrine, c'était du sirop d'érable. On mettait genre une demi-banane, du cacao pour comme le magnésium. Mais là, c'est sûr que c'était un goût, là, tu sais, quand il fait 40 degrés, c'est comme banane, chocolat. Puis on mettait de la caféine aussi, puis on mettait des BCA aussi. Ben, ça t'a fait. On avait environ 250 grammes de glucides dans une grosse bouteille. Fait que sur 90 kilos, par exemple, un demi-Ironman, j'avais juste besoin d'avoir ça plus une gourde d'eau. Ça plus une gourde d'eau, puis je prenais comme 2-3 gels sur le parcours. Si je fais une ride qui est moins intense, je vais viser plus comme 75 à 80 grammes de carbs à l'heure. Puis le flasque mou, je vais remplacer avec soit arrêter quelque part, manger de quoi, ou juste prendre des barres, des gaufres NAC, j'aime bien faire ça. Mais des barres de granola, chocolat, whatever, ça marche bien aussi. Parce que plus basse intensité, c'est plus facile de gérer. Mais là, si on arrive à, mettons, le snack est fin fond de nowhere, il arrive dans une depth complètement bunkée, tu as besoin de faire un autre 40 kilos rentre chez toi. C'est quoi le snack que tu es le plus stoked à trouver? Moi, je pense que je prendrais sûrement une Red Bull, puis de quoi manger. Parce que même si on boit assez de glucides, je trouve qu'à un certain point, il faut que tu manges comme pour enlever un peu le creux d'appétit que tu peux avoir. Fait que sûrement des bonbons, de quoi à mâcher. Puis s'il fait chaud dans les depths, je me prends quasiment toujours une slush. Une slush, ouais. C'est sucré. Mais t'as déjà pris une Freezy quand t'es complètement bunké? Freezy? Les tubes de jus congelés. Non. Les Mr. Freeze? OK, un Mr. Freeze, ouais. Ben, c'est comme une slush.
J'aime mieux les sludge. C'est bon. Une grosse sludge. Je suis quand même d'accord pour le Red Bull ou une Coke. Ouais. Mais moi, je suis très sandwich crème glacée. Ah ouais? Ouais. Je digère bien, puis on dirait que ça me revient. Mais quand j'étais en Espagne l'année passée, il y avait un ride que j'étais complètement cassé. Puis j'ai resté dans une dette. Puis il y avait comme des barres au chocolat, mais des versions de crème glacée congelées. Alors, c'était comme une barre Mars congelée. Puis l'intérieur, c'était comme une crème glacée. C'était la meilleure chose que j'ai déjà mangée de ma vie quand j'ai débunké, mais j'ai jamais retrouvé. Mais quand t'es bunké aussi, quelque chose de salé, ça peut vraiment aider, je pense. Genre des chips ou ben, pas des noix, là. Mais des fois, ça dépend à quel point t'es bunké. Ah, ben là, moi, je mange pas de viande, là. Puis honnêtement, un dep perdu dans le fin fond, je suis pas sûr qu'ils vendent des hot dogs. Ou un gros Slurpee du couche-tard à 10 piastres, là. Mais si on arrive à l'autre côté de comme, c'est quoi, mettons, jour de ride sur le bike, c'est où que t'arrêtes pour manger, pour avoir ton meilleur snack ever sur le bike? Les meilleurs ravitaux? Ça s'appelle les meilleurs ravitaux, mettons, tu vas faire un ride quelque part, puis t'es comme, le ride, c'est prévu que tu vas arrêter quelque part. C'est quoi, mettons, ton premier choix, best choix pour une place à arrêter manger? Ben, ça dépend c'est quoi la ride. Tu sais, si t'es avec du monde, c'est plus social, mais tu peux arrêter dans un café, une boulangerie, prendre le temps de comme. Mais honnêtement, les coffee rides, moi, c'est le meilleur spot pour arrêter, c'est les cafés, je pense. Okay. Ouais. Juste pour le plaisir de prendre le temps d'arrêter, puis de te prendre un café, puis prendre quelque chose à manger. Mais sinon, si t'as une grosse ride de prévu, ben moi, je vais viser les gros dépanneurs, là. Des truck stops, qu'il y a plein de trucs, il y a plein de choix, tu peux aller aux toilettes. Ouais, pas mal ça. Tu veux un endroit spécifique? Pas nécessairement. Non, c'est pas mal ça. Les cafés. Moi, c'est sûr que je suis un peu influencé parce que j'arrive de l'Italie, mais NRA Pizza, c'est la meilleure chose. C'est genre. Mais là, tu parles d'un gros ravito. Ah, mais je suis capable d'en prendre. Mais NRA Pizza ou NRA, genre, un focaccia pimpé, garni avec de quoi, c'est quand même. Ah, j'avoue. Non, j'avais fait une ride que j'ai parti de la Como dans le nord de l'île, j'ai monté en Suisse, puis j'ai arrêté dans un petit café en Suisse. J'ai pris une cappuccino, une coke, puis genre une focaccia pimpé avec de prosciutto et tout. Puis après, j'ai retourné à la Como, puis c'était malade. Ben, c'est sûr que tu fais pas ça dans une ride de genre 40, 50 kilos, là. Non, mais peut-être. Mais c'est le fun à faire ça quand c'est comme t'es parti toute la journée. Ouais. Là, t'arrêtes, t'es comme, ah, let's go, après ça, on continue. Puis, ouais, c'est le fun, là. Comme Biking the Bakeries. Ouais. On va plugger la ride. Semaine prochaine. Good. Donc, si on change des snacks, il y a quelqu'un qui demandait si on avait vu des avancements sur les crampes dans la science et tout ça. Réponse plate, non. Non. C'est encore un domaine d'étude que, au moins, si quelqu'un nous sort de quelque chose qu'on n'a pas vu passer, est quand même dans le mystère. Il est difficile de cerner parce qu'il y a tellement de raisons pourquoi on peut cramper que c'est difficile à répondre comme question. C'est impossible. Et souvent, il y a trop de variables. Il y a beaucoup de variables. Souvent, on met le faute sur les électrolytes, mais de ma compréhension et de ce que j'ai observé, quelqu'un qui va cramper à cause d'un manque d'électrolytes, ça va être des crampes genre générales. Ils vont commencer à avoir genre des mains qui vont avoir des espaces, l'œil qui va avoir un espace, quelque chose comme ça. Ça va pas être comme localisé à juste les jambes ou whatever. Puis ça va être un manque d'électrolytes ou la mauvaise combinaison d'électrolytes eux-mêmes. Ouais, moi je suis pas mal sûre que c'est plus généralement lié à un déséquilibre. T'as trop de sodium ou t'as trop de potassium. Tu sais, les gens, je sais pas, souvent dans les électrolytes vendus comme sur les tablettes, il y a vraiment plus de sodium que de potassium. Tu sais, je comprends que la concentration aussi est plus grande dans le corps en sodium, mais si t'en as trop, puis ça crée un déséquilibre. Mais je pense qu'il y a aussi
l'effet des crampes que c'est quelque chose que j'ai observé chez les athlètes avec qui je travaille, que souvent, quand le monde se met à manger, à vraiment essayer de maximiser les quantités de glucides qu'ils mangent, surtout sur les longues journées et tout ça, mais ils ont moins d'effet de cramper. Mais souvent ça aussi, quand je commence avec le monde, ils commencent à manger plus de glucides et ils commencent à faire le muscu. Et j'ai remarqué une tendance que les gens qui font de la vraie muscu, au moins en off-season, ils essaient vraiment de gagner de masse musculaire, ils ont moins tendance à cramper. Et surtout, mettons, des crampes qui viennent, que c'est une grosse journée avec beaucoup de torque, mettons, beaucoup de montées à bas cadence. Les gens qui font le muscu, j'ai remarqué une tendance qu'ils sont moins de crampes. Peut-être parce que si tu penses, si tu es capable à squatter ton poids de corps, mais chaque coup pédale où tu es vraiment en bas cadence, vraiment en train de torquer beaucoup, est probablement plus proche à ton capacité de force maximale. Parce que quelqu'un qui est capable de squatter 2 fois le poids de corps, ou au moins 1,5 fois le poids de corps, c'est un pourcentage beaucoup plus bas. Côté musculaire, pas de côté endurance, mais côté musculaire, on est plus loin de notre capacité maximum. C'est complètement une hypothèse, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais toi, tu dirais que c'est parce que quand tu arrives de ta force maximale, c'est là que tu crampes? Mais si tu utilises ton force maximale plus souvent, c'est sûr que ton muscle devient plus proche de son capacité de fatigue, puis plus proche de son capacité tout corps, et ça peut causer un peu des crampes. Puis le lien avec l'optimisation de l'apport en glucides? C'est si tu es en train de creuser dans tes réserves, mais probablement ton muscle, il doit être anaerobique plus souvent. Mettons, si tu as moins de glucides qui embarquent, si tu es en train d'aller chercher dans tes réserves, mais probablement ton muscle est stressé plus que... toi, tu as commencé à manger plus de glucides quand même pas récemment, mais c'est quelque chose que je vois de quelqu'un, j'avais fait un ride 2 heures, puis avant, ils auraient juste pris de l'eau pendant le ride 2 heures. Mais là, je leur fais manger 60, 75, 90 grammes de glucides par heure pendant ce ride. Ça s'appelle le même ride, la même puissance, mais manger les glucides, ils se récupèrent beaucoup mieux que pas de glucides. Peut-être le fait de ne pas manger assez un ride de cramp peut être comme un précurseur à cet effet-là. C'est une hypothèse. Il n'y a aucune étude que j'ai vue là-dessus, mais c'est une tendance que j'ai remarquée. Il y a aussi la déshydratation. Là. Pour les crampes, là, c'est un des facteurs les plus observés. Là. S'il fait 40 degrés, ceux qui font des marathons ou des longues sorties, puis là, tu vas juste avec de l'eau, tu sues ta vie. Si tu perds plus que combien de pourcents? J'ai pas le chiffre en tête. C'est petit comme chiffre. C'est pas beaucoup. C'est dans les chiffres. Un ou genre jusqu'à 4 max le pourcentage de ton poids en eau. C'est là que ça vient vraiment affecter ta performance. Puis en dire que les crampes arrivent souvent dans les situations qu'on n'est pas habitué à faire. Mais dans quelqu'un qui habite quelque part qui est plat, qui va quelque part avec beaucoup de montée, mais il peut faire une sortie qui est la même demande qu'une sortie qu'ils auraient faite, mais la position corporelle, c'est différent. Le coup pédale est légèrement différent en montée qu'en descente. Au lieu de juste tenir une puissance constante, ils se font comme beaucoup de torque descendre, beaucoup de torque descendre. Juste cette différence stimuli, puis l'opposé ouvert aussi, peut faire des crampes aussi. Alors, des fois, c'est même pas que tu n'es pas prêt, que tu fais quelque chose de mal, c'est juste que c'est une nouvelle situation que ton corps n'est pas habitué à faire. Oui. Donc, puis, c'est quoi aussi derrière l'explication de toutes les affaires de jus de cornichon, moutarde, vinaigre? Ouais. C'est l'explication que qui arrive souvent. Mais les crampes, oui, ça va être un déséquilibre chimique, mais c'est aussi quelque chose de neurologique que ton cerveau envoie des signaux d'engager le muscle puis il est juste pas capable à suivre. Mais si tu prends quelque chose qui a un stimuli très fort, mais dans le jus de cornichon, ça fait un choc à ton système, le moutarde fort, ça fait un choc à ton système de wasabi, j'ai déjà entendu aussi. Mais ça fait que dans le système nerveux, il y a une distraction.
dont il est capable de faire un peu un reset. J'utilise c'est mal, ça, ouais. c'est ce mot-là, pas parce que c'est un vrai reset, mais c'est un peu le fait. Ouais. Donc, c'est ça Tu trick l'idée un peu, là. en arrière de ça. Ah, c'est ça. C'est la même chose des powerlifters qui prennent Des shots de sucre, puis ils pas des crachent. shots de sucre, mais des smelling salts. OK. Tray 4, que quand ils sniffent ça, ça fait réveiller leur système nerveux Ah, ouais. pour que tout est prêt Moi, je à connaissais pas. travailler ensemble. Je Ouais, connaissais pas. Ouais, c'est le même principe. c'est le même Mais c'est principe. ça, c'est anecdotique, là. C'est pas. Pas genre, il n'y a pas de guérison là-dedans ou ça va pas empêcher Non. d'avoir des crampes. C'est juste comme si t'es un peu dans la merde. Les coureurs de trail, j'ai souvent entendu qu'ils se promènent avec des petits sachets de moutarde. Je pense, je pense qu'il y a un effet placebo là-dedans Ouais, aussi. Mange le plus de carbs possible. S'assurer que tu as un report glucide, un report électrolyte qui est vérifié, pas juste un tas de sel. Puis fait de muscu, c'est juste une bonne idée tout court. On a une autre question qu'on va prendre de plusieurs façons, c'est le meilleur ride de bike. Est-ce que c'est le meilleur ride de santé, une ride spécifique de santé le mieux, le plus beau ride que tu as déjà fait? Si tu avais choisi une ride à faire pour le reste de tes jours, c'est lequel que tu choisirais? Donc, on va répondre aux trois. Ton meilleur ride, mettons, où tu as senti le mieux, c'était comme ta meilleure journée sur le bike. C'est comme si tu n'avais pas de chaîne, rien allait mal. As-tu comme une journée en tête? J'en ai eu plein, là. J'ai pas tant de journées en tête. Non? Non. Il n'y a pas une journée qui me revient que. Je veux dire, j'en ai tellement fait des rides de vélo, là. Mais il n'y avait pas comme une journée que tu étais comme. Qu'ici, c'était comme une excellente journée où tu as peut-être dépassé ce que tu pensé. Mais ça arrive souvent quand que je roule en groupe. Yeah. Mais en fait, ça dépend. Non, j'en ai pas. Non? Non, OK. j'en ai pas. Toi, t'en as? Ouais, j'en ai. Des Moi, courses, sûrement? Ah oui, mais c'était The Rift en 2022, il y a 3 ans. The Rift, c'est une course de gravel de 200 kilos en Islande. Puis, En Islande, en t'avais Islande, fait ça? ouais. Puis c'est le parcours, c'est tu montes graduellement pendant les premiers 70 kilos, puis après c'est un long faux plat descendant avec des pitchs dedans, bien sûr, mais globalement, c'est ça. Puis c'était comme une journée où tout allait bien, ça marchait, tout marchait, puis j'arrive à la ligne complètement cassée, mais j'avais juste cassé 5 Juste km à devant la la bonne ligne. place. Puis, ouais, j'ai fait beaucoup de PR cette journée-là. En fait, je sais même pas si j'ai fait des PR parce que il y a des traverses de rivière dans le race. Ouais? Ouais. Que tu dois prendre ton vélo sur ton... Ouais, tu peux essayer de rider ou tu peux Ok. essayer de passer. Moi, j'ai passé à pied parce que c'est un peu trop profond. Puis mon power meter a arrêté de marcher après le deuxième, Ok. donc j'avais comme aucun chiffre. Peut-être que t'avais plus de PR. Peut-être, ouais. Oh. Tout allait bien cette Il journée-là. faisait quelle température? 12 degrés. Moi, c'est ma Ah température. ouais. Ah Entre ouais. 10 et 20, c'est mes températures. Puis le fait d'être en Islande, c'est Aussi. comme. Ben, c'est sûr que les jours de course, c'est les jours que quand ça va bien, tu te surprends le plus, là, Ouais. je pense. Avec l'adrénaline et tout ça, puis le taper avant, tout est aligné pour Tout que... est allé, ouais. Ça se passe dans les premiers, comme 20-30 kilos, là, t'es comme, oh oui, ça va être une belle journée, ça. Mais ça va être dangereux aussi. Ouais, mais faut que tu te connaisses, hein, un peu. Mettons, à ton plus beau ride que tu as déjà fait, genre en termes de comme paysage, parcours. Plus belle ride que j'ai Plus belle faite, ride. c'était dans l'Ouest canadien sur l'île de Vancouver. C'était toute la... En fait, je me suis rendue jusqu'au plus haut que je pouvais me rendre sur l'ouest de l'île. Puis c'est comme... C'était un peu nuageux. Tu montes tellement, mais t'es comme... J'étais au-dessus des nuages. C'était tellement beau. Puis là, tu voyais l'océan. Ah non, c'était beau, là. Puis il y avait des montées, puis là, ça descendait, puis t'es encadré par des gros arbres, là. Ouais, c'était comme un 100 kilos. Ouais, c'était magnifique. C'est ça. Sur celle-là, je pense pas que je vais choisir juste. Mais Juste là, une. déjà, t'as fait l'Islande, l'Italie, l'Espagne. Mais je pense que
j'en ai 3. 2 sont en Espagne et une est dans la côte ouest. Les 2 en Espagne, c'est un jour, j'avais parti de Gironde. Je suis rendu à Saint-Père-des-Rudes, qui est un monastère au nord-est sur la côte. Puis genre, le route pour se rendre là est pas super beau, mais t'as comme une 30 minutes de montée en Espagne. Puis tu montes jusqu'à cette monastère qui regarde sur la mer, puis c'est super beau. Puis après, tu descends dans la même route, puis tu reviens. Ça, c'était malade. Mais aussi, en Espagne, à Gironde, leur book de mercredi après-midi, qui est juste un petit book rapide, c'est souvent de Hells Angels. Que ça, c'est juste à l'extérieur de Gironde, c'est une 8 kilos de montée. Puis après, tu descends l'autre bord, puis tu reviens. C'est super beau. Ça, c'est probablement un de mes rides préférés. Mais si j'avais choisi une, je pense que ce serait à San Francisco. Ah ouais? Une ride que j'ai faite avec du monde, que j'ai rencontré là-bas. J'étais là pour le bureau, puis j'avais amené mon bike parce que je suis de même. Puis As you should. j'ai rencontré le monde aux boutiques Rafa. Ils font souvent ouais, puis après, j'ai parlé avec du monde, puis ils ont déjà fait un ride le samedi, puis c'était 110 kilos, je pense. On a parti de San Francisco, traversé le Golden Gate Bridge. Je suis rendu jusqu'à Mont Tam, puis c'est comme un parc national. Ouais. Même chose, des montées pendant une demi-heure en Espagne, faire une 1000 mètres de plus, puis après descendre par le parc national avec des gros arbres et tout ça. Et c'est vraiment. Je pense que le monde, parce que c'est aussi cher, le monde pense pas d'aller à San Francisco pour genre pour faire le bike. Même chose, le ride de mercredi après-midi, c'est comme traverser le Golden Gate Bridge, puis tout de suite de l'autre côté, t'es dans les Marin Headlands, qui est un parc national. Donc, t'as comme une montée qui s'appelle Hawk Hill. C'est comme une montée de 7 minutes environ, 2,5 km, 4% de moyen, donc comme Big Ring Power Climb. Mais cette rue-là, il y a juste des voitures d'un sens. Puis dans le sens opposé de monter. C'est comme une voie complète pour faire le bike à monter là-dedans. L'asphalte doit être belle aussi. L'asphalte est moyen. T'as l'espace. Non, c'est comme une des rides de soir random les meilleures que j'ai faites. Mais je pense que les meilleures rides quand tu voyages, c'est celles que tu fais avec les gens qui sont là. C'est avec la communauté de vélo, c'est tellement cool. Je pense que c'est un peu comme moi aussi, que comme quand tu essaies de voir une place, tu commences genre comme. Il faut pas que tu trouves les plus gros influenceurs de cette place-là, mais comme le deuxième, troisième tiers, le monde qui ont genre comme en bas de 10 000 followers, que tu peux comme glisser dans leur DM puis avoir des avis. Puis... c'est ce que j'ai fait quand on est allé en Floride en mars. C'est la meilleure chose à faire. Puis... Avec les grosses group rides. Souvent, ces personnes-là sont tellement stoked d'avoir le monde dans leur place. Puis aussi, souvent des boutiques aussi, ils vont avoir des group rides, comme il y en a ici. Ici, accrocher des group rides dans les boutiques, c'est quand même une bonne façon de trouver des rides en voyage. Ouais, puis aussi rouler avec les gens qui sont habitués de rouler là. Tu vois, c'est quoi un peu le comportement des cyclistes par rapport aux autos? Parce que ici, mettons en Floride versus en Espagne versus en Italie, ben c'est vraiment pas pareil. C'est pas vrai, non. Vraiment. La question des meilleurs rides, puis on a passé à comment trouver des rides en voyage. Oui, c'est ça. Ça sera un autre épisode. Mettons, si on va avec l'angle de besoin de choisir une parcours à Québec. Même pas, je limite ça encore plus. Si tu avais choisi un parcours à Québec, que tu répéteras pour le reste de ta vie. Tu ne pourrais jamais faire un autre parcours. C'est lequel que tu prendras? Je m'aillerais un peu là, parce que c'était un 100 kilos, là, mais ça voudrait dire qu'à chaque fois que je vais faire du vélo, je vais faire 100 kilos. Mais c'est... on part de la ville, puis on monte jusqu'à Lac-Beauport. Puis après ça, on passe par Sainte-Brigitte, Stoneham. On prend les équerres. Puis après ça, on fait le tour des équerres, puis on revient. Ça fait 100 kilos, 1100 mètres de dénivelé. C'est vraiment, vraiment... Ben, c'est beau parce que dans les équerres, bon, l'asphalte n'est pas super, là, mais c'est du beau dénivelé. Puis monter au lac aussi, c'est le fun. Je pense que c'est ma ride de préf. Jusqu'à date, je les ai pas toutes faites. Je peux aller sur la Rive-Sud.
encore. Mais oui, puis s'il y a du vent aussi, tu te fais pas chier comme aller à Basilic, avoir le vent d'en face, puis après ça, revenir à 40 km/h. Ouais. Moi, c'est le bouc à Saint-Dag. Le genre. Ah ouais? Ouais. C'est ça, tu ferais Ouais, toujours. tout le temps. Mais Ah c'est ouais. presque ça que je fais tout le temps, anyway. Mais tu pars. Saint-Félix. Ouais. Après, chemin de bout, descends Côte-Gagnon. Ah ouais, la classique. Le classique, puis reviens par le Rock-Saint-Anne. Ah ouais. C'est mon. Puis si je veux faire plus, je fais 2 loops. Si je veux faire plus, 3 loops. Puis... C'est vrai. Je sais pas. Cool, là. Et un peu trop dans la ville, je trouve. Mais en groupe, ça se fait bien. Mais si tu pars de Cap-Rouge, c'est pas dans la ville. C'est ça. Je pense parce que moi, je pars toujours de Québec, de la ville. Fait que t'as comme un bon 30 minutes de gossage, de piste moi, j'ai pas ça. et tout. Bon, j'ai eu une question parce que j'avais partagé un post d'une de mes amies qui disait que le pilates n'est pas le muscu. Puis il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi le pilates n'est pas de la muscu. Puis Mais tu peux peut-être expliquer en gros c'est quoi le pilates, parce que moi je sais en gros, mais pas tant que ça. Mais le pilates c'est une méthode d'entraînement, on va l'appeler comme ça, qui promouvoit beaucoup, il se dit tonifier les muscles. Puis, ça, c'est un autre épisode. Si le muscle peut être tonifié, surtout si le muscle n'est pas encore là, est-ce que ça peut être tonifié? Mais où on concentre sur le control, sur les petits mouvements. Puis souvent, c'est des mouvements restraints, mais à des limites de notre range of motion. Donc, mettons, on va aller chercher comme le maximum range of motion, puis faire un mouvement soit tenir ou faire un mouvement restraint là-dedans. Ça part de travailler le corps, puis les stabilisateurs, puis plein de buzzwords d'entraînement là-dedans. Puis c'est souvent vendu comme un remplacement de muscu et ciblé à des femmes en général. Plus facile ou plus accommodant. Mais le raison pourquoi ça compte pas comme le muscu, c'est sûr que on peut parler de c'est quoi l'objectif de faire le muscu. Personnellement, j'aime bien voir l'entraînement dans 3 volets. Donc, tu as le volet qui est le cardio, l'endurance, que l'objectif de ça, si on ramène ça les racines, puis on sort comme les spécificités des différents sports là-dedans, est de augmenter nos capacités de travailler pendant longtemps. Le travail, c'est le taux à lequel on dépense de l'énergie. Donc, c'est combien d'énergie on va dépenser sur une durée. Puis, donc, si on s'entraîne en vélo, on s'entraîne à la course à pied, on travaille pour améliorer nos capacités de travail pendant longtemps. Puis, le muscu, qui est le deuxième volet, c'est nos capacités de faire appliquer beaucoup de force pour une courte période. Donc, nos capacités à bouger une charge, nos capacités à déplacer rapidement, mais c'est pas nécessairement sur une longue période. Puis le troisième aspect est ce qu'on appellera un peu les skills, les capacités de travailler efficacement, les capacités d'être conscient de nos corps et tout ça. Puis c'est sûr que chaque volet a un aspect qui influence l'autre, mais c'est pas comme des ceux qui passent une par-dessus l'autre, c'est des ceux qui ont des intersections. Souvent, le monde va mêler le côté skills et le côté capacité parce que la force spécifique rentre un peu là-dedans avec la muscu. Puis à certaines phases d'entraînement, il se peut avoir comme une influence sur l'autre, puis ils peuvent se ressembler. Je prends par exemple des coureurs qu'ils vont être en off-season, ils vont faire vraiment des muscles classiques, des lunges, des squats, et tout ça. Puis, ils ont augmenté la capacité de produire de la force, puis le plus ils arrivent vers leur saison, ils vont faire plus de la pliométrie, plus de stabilité et tout ça, pour qu'ils se prennent cette force puis l'appliquent plus spécifiquement à leur sport. Pourquoi le pilates n'est pas vraiment de la muscu? C'est parce que ça tombe un peu dans ce troisième volet où tu veux travailler très spécifiquement sur une chose, mais pas nécessairement à un niveau qui génère assez de stimuli, assez de fatigue pour que
ça fait gagner la masse musculaire pour tomber dans le volet muscu. Je sais que souvent le monde va dire « Ah, mais ça brûle beaucoup quand je fais 100 répétitions de quelque chose. Ah, si je tiens un lunge pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ou une planche pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, ça brûle beaucoup. » Mais brûler n'est pas un signe que tu as fait de le dommage musculaire. C'est un signe que ton muscle est en train de travailler, etc. Puis là, il y a beaucoup de sciences et d'études là-dessus qui ont sorti que pour la meilleure façon de gagner de la masse musculaire, et puis c'est tout sujet à changement de nouvelles études, bien sûr, mais ça semble être tendre vers, tu veux faire entre 5 et 30 répétitions et arriver très près de ton capacité maximum de forcer. Donc, tu devrais arriver presque à tes muscles sont plus capables de forcer. Mais si tu es capable de faire quelque chose pendant 100 répétitions ou tenir quelque chose pendant 2 minutes, 3 minutes, c'est trop. C'est trop. Tu n'es pas en train de faire assez de dommages musculaires. Dans la force, il y a un côté de comme avoir plus de masse musculaire pour générer plus de force et utiliser le muscle actuellement pour générer de la force. Puis c'est pour ça que quelqu'un va commencer la pilates et tout ça. Et sur les premiers 3 à 6 mois, ils vont s'améliorer parce que ils vont faire cette force spécifique à la pilates, qui est apprendre comment mieux travailler, avoir une skill de pilates comme tel. Mais c'est pas assez de stimuler, de gagner de masse musculaire qu'ils vont faire un plateau, ils vont stagner. Et malheureusement, en général, comment c'est travaillé, ça va pas faire croître assez, plus de masse musculaire pour que de plus continuer à augmenter les capacités. Donc, la pilates est comme de travail de skills, mais malheureusement, la façon que le monde travaille en pilates est tellement spécifique que ça t'aide seulement à la pilates. Mais est-ce que tu peux augmenter ta force sans augmenter ta masse musculaire? Oui, tu peux. C'est sûr que tu peux, ça va devenir plus efficace dans la façon que tu travailles. Il y a tout l'aspect de recrutement moteur, qui est un des avantages de faire de la masse musculaire. Si, mettons, tu as assez quand tu es X de masse musculaire, tu utilises 50% de ta masse musculaire à la fois pour bouger charge Y. Mais si tu te mets à utiliser 100% de ta masse musculaire à travailler des connexions neuromusculaires et tout ça, tu vas bouger plus de poids, c'est sûr. Mais rendu à un certain point, il faut que tu gagnes plus de masse musculaire pour avoir plus de force. Et cette connexion neuromusculaire-là, il faut être stressé pour que ça se développe. Genre, tu ne vas pas être confortable. Tu ne vas pas être trop stressé, mais tu ne vas pas être trop confortable non plus. C'est pour ça que souvent, mettons, des powerlifters, avant, ou des haltérophiles, c'est le meilleur exemple. Avant de faire une compétition, ils vont faire beaucoup de répétitions entre 75 et 90% de leur meilleure vie, puis ils vont faire 1 ou 2 répétitions pour qu'ils travaillent leur efficacité, leur skill de faire le mouvement-là. C'est un peu la même chose pour les athlètes d'endurance qui veulent peut-être pas prendre de la masse musculaire, mais veulent travailler plus efficacement et aussi générer très peu de fatigue, mais ils vont faire la pliométrie ou les charges lourdes à très peu de répétitions pour qu'ils ne sont pas nécessairement de dommages musculaires qui vont nuire à leurs entraînements d'endurance, mais ils vont s'améliorer leur connexion neuromusculaire pour gagner, pour forcer plus fort. C'est pour ça que le pilates, c'est pas de la musculation. C'est pas assez de grand range of motion, c'est trop spécifique. Puis le monde font beaucoup trop long des choses à trop basse intensité pour avoir une influence. Mais comme on disait aussi, c'est comme plus tu augmentes le nombre de répétitions, plus tu augmentes aussi la probabilité que le mouvement soit mal fait. Là. C'est vraiment, ouais, ça, c'est sûr. Puis, mettons, moi, personnellement, dans mon muscu, puis j'ai tendance à faire ça avec plus de monde, c'est d'être plus souvent dans le 5 à 10 répétitions que le 10 plus, parce que justement, le monde va rester plus concentré là-dessus. Et contrairement à ce que beaucoup de monde va penser, il semble avoir un taux de blessure plus basse avec cette 5 à 10 répétitions. En bas de 5 répétitions, probablement, tu as des charges assez lourdes que si tu fais un mauvais pli, un mauvais mouvement, ça pourrait faire une blessure. Mais en haut de 10 répétitions,
probablement d'arriver à une zone de fatigue et d'inattention vers la fin de ton série, de faire la même chose, mais 5 à 10, surtout si tu le fais avec un tempo contrôlé et surtout le descente contrôlé. Les charges sont assez lourdes que tu vas faire une croissance musculaire, mais pas tellement lourdes que si tu fais une mauvaise répétition, tu ne vas pas récupérer. Donc, malheureusement, le pilates, ça fait une excellente chose à faire. Ça tombe dans ce volet skills. Puis si tu veux être un pro de pilates, puis vraiment bon pilates, il faut en faire mais si, mettons, tu as fait de pilates pendant 3-6 mois, puis tu as fait plein d'améliorations là-dedans, puis tu commences à stagner, mais la solution n'est pas nécessairement de faire plus de pilates. La solution est de faire la muscu. Surtout si tes objectifs, c'est pas de... Si tu veux faire de pilates pour devenir meilleur en autre chose, pas juste pour devenir meilleur en pilates, tu vas frapper le mur assez vite. Mais ça, c'est sûr. Si tu veux nous, on voit comme ça. Nous, on voit ça comme ça. Puis, le monde va confondre parce que quand j'ai posté ça, il y a plein de monde qui ont dit, mais pourquoi le yoga est différent? Puis, je ne dirais pas que le yoga est nécessairement différent. Il y a plein de monde qui enseigne le yoga avec les mêmes défauts que le pilates. Puis, le yoga tout seul n'est pas une méthode d'entraînement musculaire. Moi, je trouve que ça tombe dans le volet. Puis, parce que dans le yoga, il y a un aspect de pleine conscience, de porter attention à comment tu bouges, la proprioception en guillemets. Ça vient un peu comme une skills de comment travailler dans la vie quotidienne. Ça tombe dans ce troisième volet. Quelqu'un qui fait juste de yoga, ils ne sont pas en train de faire de muscu non plus. Non. Mais il y a quand même... Le yoga suit la tendance du pilates, tu sais, toutes les variations. Yoga booty, yoga... On va quand même pas là-dedans. Ça revient au même que le pilates. Si c'est enseigné d'une certaine façon, ça vient au même. Mais c'est sûr que ça va faire du bien, c'est sûr que ça va avoir sa place. Les deux peuvent avoir sa place dans un plan d'entraînement, mais il faut pas... Il n'y a rien qui fait tout. Donc, si quelque chose dit que tu travailles ça, et ça tu travailles tout, ça fait probablement rien de ça bien. Mais ça, c'est un autre topic. Ouais. Dernière question qu'on a eue, puis c'est une question plus le fun. Gab, aucune limitation dans tout l'argent au monde ou quelqu'un avec tout l'argent au monde va te donner un bike, te trouver un Glucose Guardian. Glucose Guardian étant le version neutre de jaune de Sugar Daddy. Ouais, j'aime ça. C'est quoi ton bike de rêve? Mais on dirait que je connais pas assez toutes les vélos. C'est quoi ton bike de rêve? Mais je pense que demain matin, tu me donnes n'importe quel bike, je prendrais... je pense que je prendrais un Specialized, le S-Work de Grimpe, Endura Ace, tout le kit. J'ai vraiment pas d'autres informations. Celui du Tour de France. Tu veux le bike à Demi? Le bike à Demi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais un petit bike de Grimpe. Mais tu sais, le Tarmac, c'est le bike all around. Il est plus un bike c'est ça. C'est semi-aero. Pas grave. Je veux lui. Je veux le bike à Demi, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Tu veux le bike à Demi, je pense simple. C'est probablement de la grandeur en plus. Je sais. Avec un custom paint. Et souvent, les équipes vont vendre leur bike à la fin de saison. Peut-être tu pourrais acheter le bike, spécifiquement le bike à Demi pour peut-être 16 000 $. Le bike à Demi, il pourrait se vendre genre 50 000 juste parce qu'elle l'a roulé. Je pense pas. Je suis sûre. Imagine le bike à Pogacar. Imagine. Il doit se vendre cher, là. Je sais pas. Sur eBay. Il se vend plus que 8 000 $, là. Mais déjà, le bike à Pogacar. Ouais, mais mettons plus que 20 000 avec ses roues. Ouais, non, ça serait sûr. Toi? Mais j'ai déjà mon bike de rêve, malheureusement. Mais c'est ça, c'est poche. Moi, je suis plate, puis je suis très pratique dans les choses. Puis mon bike de rêve, ça serait un bike est très polyvalent. Et puis je peux faire la route, je peux faire des gravel avec, j'amène en voyage, puis il me fait aucune trouble, puis ça serait mon Squid Cross. C'est un bike de CX techniquement, mais un bike très route de CX.
Il passe des tires de K-Round. Le corps est en aluminium. Puis il va super bien. Même sans vouloir qu'il soit léger, il flotte autour de comme 19 livres actuellement. J'ai des roues Reserve et 40-44 que je trouve une même chose. Je vais mettre des 32 sur ces roues-là, puis ça va super vite sur la route. Ils sont assez profilés pour être quand même aérodynamiques, mais faire pas chier en grimpe. Si je mets des 40 pour faire des gravel dessus, je suis super bien. Qu'est-ce que d'autre? J'ai une cockpit One Piece sur ce bike-là. Actuellement, il est monté en 105 leader. C'est probablement la chose qui a changé. Si j'avais argent illimité pour les pièces, mais qui inclut aussi les pièces de rechange, parce que le raison pourquoi je roule 105 au lieu d'Altegra ou de Ice, ça va faire tellement chier de scraper un dryer arrière, puis ça me coûte 1000$ pour remplacer mon dryer. J'aime bien 105 et ça me coûte 400$ pour remplacer mon dryer. Mais je mettrai en GRX, en GRX D2. Parce que les manettes GRX sont tellement beaux, les genres de crochets qu'ils ont, c'est vraiment beau. C'est la seule chose que tu changes. C'est pas mal la seule chose. Budget illimité, là. Budget illimité, c'est la seule chose que j'ai changé. Ouais, j'ai déjà mon bike de ride, je suis plate quand même. C'est là? Mon bike de ride coûte moins que 10 000$. Malade. Je suis plate, hein? OK, mais si tu pouvais d'abord ajouter un bike à ta collection. Ouais. Ça serait quoi? J'ai 7 bikes, puis j'ai pas ajouté. T'as 7 vélos? Non, oui, j'ai 7 vélos, mais j'ai 7 bikes comme celui-là. J'ai celui, puis je dois ajouter une, ou est-ce que si je peux faire un autre repense que j'achète 2 vélos, puis c'est quoi les 2 vélos que j'achète? Mais pourquoi 2? Mais dans le cas que j'ai déjà une bike qui est mon bike à tout faire. Ouais. Parce que si mettons, je dois seulement une bike de Rive, c'est mon Squid Cross, parce que je veux faire pas mal tout de faire. OK, je comprends. Mais si je peux avoir 2 bikes de Rive, ce serait pas mes choix. Mon Squid Cross serait pas là-dedans parce qu'il est trop polyvalent. J'ai ouvert les extrêmes. J'ai ouvert un bike de gravel qui, je peux prendre presque des tires de vélo montagne, puis je ne changerai pas vraiment de les bikes que j'ai déjà. Je prendrai mon Squid et mon Gravtron, qui est le bike de gravel. Ça passe des 50. J'ai mis des tires 2.1 dedans de vélo montagne. Il est quand même trail racing dans son comportement. C'est mon bike que j'amène en voyage actuellement. Donc, je voyage avec 7 bikes avec 2 paires de roues, une paire de route et une paire de montagne. Actuellement, il est monté en Rival pour les mêmes raisons. Je changerai vers le SRAM Red XPLR juste pour avoir le 13 vitesses et tout ça. Mais le Rival va super bien. Alors, c'est mon bike Adventure. Puis j'aurai un bike de route de plus de race. Actuellement, mon bike de route de race est un Alley Sprint. J'ai resté avec un Alley Sprint, puis je vais mettre un Grupo. Probablement, je vais mettre une plateau. Même si tu peux changer ton corde et tout, là. C'est brise, là. Tu prendrais ça quand même? Je prendrais ça quand même. En alu? Moi, je prendrais en alu. C'est un autre gros sujet quand on pourrait parler de c'est quoi les vrais bénéfices de carbone. Je trouve qu'à mon poids, à 215 livres, j'en profite pas vraiment des vrais bénéfices de carbone. J'avais jamais pensé à ça. J'ai étudié là-dedans, j'ai fait un bac en chimie physique avec une spécialisation dans génie des matériaux. Donc, j'ai calculé des layups de carbone, ça serait quoi les résultats et tout ça. J'ai fait tout ça. Puis souvent, quand tu calcules ça, tu vas avoir un poids cible pour lequel tu as un certain comportement. Puis si tu changes où le poids est placé, puis c'est quoi le poids, tu ne vas pas avoir le même résultat que ça va changer. Mettons, si tu as ton C-tube, puis tu as quelqu'un qui est 5 pieds 8, puis ça fait que le poids est comme un peu en avant, comme à une place par rapport au bottom bracket, puis tu as même la même personne qui va avoir le poids à une autre place sur le bottom bracket, ça va changer le comportement de carbone. Puis ça, c'est vrai avec l'aluminium aussi. Mais vu que le carbone sont capables à changer le comportement de le matériau selon comment ils se placent les couches de carbone, ça a beaucoup plus d'implications. Donc, un bike en alu, je le trouve beaucoup plus prédictible dans sa façon de réagir. Et la différence de poids à 215 livres est une différence qui vient à genre 0,25% de mon poids de système total.
Donc, OK. c'est négligeable de différence. Versus une bike d'aluminium haut de gamme versus une bike de OK. carbone haut de gamme. Donc, moi, j'aime beaucoup mieux avoir la confiance, puis le Ouais, robustesse, puis la predictabilité que j'ai trouvé avec l'aluminium ou l'acier que les autres avantages en carbone, que j'en bénéficie pas tant de ça. Mais j'imagine que tu as fait une courbe. Une courbe de... Mais mettons, pour voir, mettons les poids, puis où est-ce que ça se. Mais Parce que je veux dire, quand, mettons, les compagnies, ils font les cadres Ouais. et tout, puis qu'ils testent, puis tout ça, est-ce qu'ils testent pour différents poids ou pas? Mais je suis pas dans ces compagnies-là. Puis je pense que ça Ouais, mais dépend de quelle compagnie. white, Mettons, des compagnies que sont très... On fait des bikes pour le monde qui sont sur le Tour de France, puis on vend ça au public, puis ils Ouais. gèrent, probablement un autre. Ouais. Ils se visent, OK, mais nos meilleurs courseurs sont entre 140 puis Ouais, c'est ça. 170 livres, donc on fait des bikes pour eux. Puis des compagnies qui sont plus, OK, on fait des bikes pour All around. vont peut-être avoir une différente réponse. Mais donc, c'est sûr que ma réponse n'est pas universelle chez toutes les marques, mais j'aime bien puis les réponses que j'ai à toujours acheter des bikes en aluminium. Donc, mon bike de rave de race, c'est probablement un Alley Sprint. Actuellement, j'ai les roues Easton dessus. Je changerai peut-être ça. Peut-être j'ai un vers des Reserve encore. J'aime bien les roues Reserve. Parce qu'ils ont encore des rayons en acier. Et puis, ils ont des hooks dans leur... Ah ouais. Puis, donc, j'ai un vers des Reserve. Puis, ouais, je mettrai de Dura-Ace dessus juste pour dire, mais moi, je trouve que le 105 mécanique, ça va super bien. Oui, parce que là, t'es mécanique. Je mettrai, honnêtement, pour un bike de crit, je mettrai peut-être... One bike? Non, parce que j'ai mon bike de race tout court, mais j'ai cherché une Dura-Ace 11 vitesses de disque. Ouais? De mécanique. Pourquoi? Le chaîne va plus large, les plaquettes de chaîne vont plus large, donc un peu plus durable. Puis avec une cassette 1132, déjà 11 vitesses, je remarquais pas vraiment. Donc j'ai eu avec probablement Dura-Ace 11 vitesses. Comme j'ai. Hein? Moi, j'ai ça. Non, mais je parle d'un mécanique, pas des deux. Ah ouais. Hey, t'es hot take. C'est vraiment controversé. Je suis comme une modern retro grouch. Ouais, vraiment. Je veux des choses qui fonctionnent et qui sont fiables. Avec budget limité. Budget limité, je veux des choses qui fonctionnent et qui sont fiables. C'est bon. Ouais, ça finit bien. Ça finit bien notre podcast. Ça finit bien, puis mon ordi en train de mourir. C'est pas moi à finir. Merci Gab. Si jamais on est complètement dans le champ, dis-nous. Si vous avez une autre opinion sur nos bikes de Rive, dis-nous. Des réponses plates à Gab, puis des réponses beaucoup trop pensées puis réfléchies de moi. Puis on se voit pour un prochain épisode.